Mon beau-fils est devenu PDG après la mort de mon mari. En seulement 3 jours, il m'a envoyé une lettre avec mon licenciement disant « Vous êtes un parasite ». Il ne savait pas que je possédais 75% de l'entreprise. C'était vendredi et j'ai renvoyé la lettre avec une seule phrase. Alors, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Le lundi a été très intéressant. Parce que moi, bonjour à tous. Je m'appelle Agnès Chevalier et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus difficile de ma vie. Avant de commencer, je vous demande gentiment de vous abonner à la chaîne, de mettre un like sur cette vidéo et de me dire dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Cela m'aiderait énormément. Merci du fond du cœur. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Le papier pesait plus lourd qu'il ne le devrait. Les mots étaient tranchants, écrits avec une écriture cursive que je connaissais trop bien. Votre présence dans l'entreprise a toujours été une formalité par respect envers mon père. Maintenant qu'il n'est plus là, il n'y a aucune raison de vous maintenir. Considérez-vous licencié. Julien Beaumont. En bas, une ligne écrite à la main. Les parasites ne construisent rien. J'étais dans la cuisine, en train de préparer du thé, quand la sonnette a retenti. C'était un vendredi après-midi. Le ciel de Paris était gris, presque menaçant. J'ai laissé tomber la tasse. Elle s'est brisée sur le carrelage froid, des éclats de porcelaine blanche éparpillés comme les morceaux de ma dignité. 3 jours. Cela ne faisait que 3 jours depuis l'enterrement. Henri était mort, un mardi matin. Une crise cardiaque brutale dans son bureau du 16e arrondissement. Je n'étais même pas là. J'étais chez le médecin, ironiquement, pour un simple contrôle de routine. Quand mon téléphone a sonné, c'était déjà trop tard. Son cœur avait lâché. 72 ans. Toute une vie ensemble, effacée en quelques secondes. Les funérailles avaient eu lieu jeudi. Une cérémonie sobre, élégante, comme Henri l'aurait voulu. Des roses blanches partout. Le cercueil en chêne massif qu'il avait lui-même choisi des années auparavant, avec ce pragmatisme qui le caractérisait. Julien n'avait pas versé une larme. Il se tenait raide, distant, les mâchoires serrées, me regardant à peine. Même pendant le service, même quand j'ai lu le poème que Henri aimait tant, il est resté de marbre. Et maintenant, vendredi, cette lettre. Ce licenciement déguisé en formalité administrative. Parasite. Le mot brûlait mes yeux comme de l'acide. J'avais 69 ans, presque 7 décennies de vie, 28 ans aux côtés d'Henri. 28 ans de mariage, de projets, de rires, de combats. Et c'est ainsi que son fils me voyait. Comme un insecte nuisible. Comme quelque chose à éliminer maintenant que son père n'était plus là pour me protéger. Je me suis assise sur le sol de la cuisine, au milieu des débris de porcelaine. Mes mains tremblaient. Pas de chagrin. Non. Le chagrin, je l'avais épuisé les 3 derniers jours. Ce que je ressentais maintenant était différent. C'était de la colère. Une colère froide, calculée, méthodique, que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. J'ai ramassé la lettre. Je l'ai relue 3 fois. Chaque mot était une gifle. Chaque virgule, une insulte soigneusement placée. Julien pensait qu'il pouvait me jeter dehors comme un vieux meuble encombrant. Il pensait que j'avais vécu au crochet de son père pendant presque 3 décennies. Il pensait que l'entreprise Beaumont Industries était son héritage naturel, son droit de naissance, la récompense pour avoir été le fils unique d'Henri Beaumont. Il ne savait rien. Absolument rien. Je me suis levée lentement, mes genoux craquant légèrement. L'âge me rappelait sa présence de temps en temps, mais mon esprit restait affûté comme une lame. J'ai marché jusqu'au bureau d'Henri, cette pièce sacrée où il passait ses soirées à lire des rapports, à fumer sa pipe, à écouter du jazz en buvant du cognac. Cette pièce sentait encore lui. Son tabac à pipe préféré, un mélange anglais qu'il commandait chez un artisan de Londres. La lavande du linge que je repassais moi-même chaque dimanche matin. Ses livres alignés parfaitement sur les étagères en chêne massif, classés par ordre alphabétique d'auteur. J'ai ouvert le tiroir du bas de son bureau massif, celui qui restait toujours fermé à clé. Henri m'avait donné cette clé le jour de notre mariage, avec un sourire complice. Là, dans une chemise en cuir brun vieilli, se trouvaient tous les documents, les originaux, les vrais. Ceux qu'Henri avait gardés précieusement pendant toutes ces années, comme je le lui avais demandé. Comme nous en avions convenu ensemble, dès le début.
J'ai sorti mon téléphone portable. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Pierre Dubois, mon avocat depuis plus de 30 ans, depuis avant même de connaître Henri, un homme discret, méticuleux, d'une loyauté absolue. Pierre, c'est Agnès. Agnès, mes sincères condoléances. Comment allez-vous? J'ai pensé à vous appeler, mais je ne voulais pas être intrusif. Je vais bien, Pierre. Enfin, aussi bien que possible. J'ai besoin que vous prépariez des documents. Tous. Il y eut un silence. Pierre comprenait toujours à demi-mot. C'était pour cela que je travaillais avec lui depuis tant d'années. Il l'a fait, n'est-ce pas? Oui, exactement ce qu'Henri craignait. Exactement ce qu'il avait prédit dans ces derniers mois. Mon Dieu, je prépare tout immédiatement. Vous voulez que je vienne chez vous? Que nous révisions ensemble? Non, venez avec moi lundi matin, 10 heures précises. Siège de Beaumont Industrie, salle de réunion principale du dernier étage, celle avec la vue sur la Seine. Agnès. Ah, vous êtes absolument sûre? Après toutes ces années de silence, de discrétion? Absolument sûr, Pierre. Le moment est venu. J'ai raccroché. Mon cœur battait calmement, régulièrement. Pas de panique, pas d'hésitation. J'avais pris ma décision. J'ai repris la lettre de licenciement. Je l'ai retournée. Avec mon stylo Montblanc, celui qu'Henri m'avait offert pour notre 10e anniversaire de mariage, celui avec mes initiales gravées en argent, j'ai écrit une seule phrase en lettres rouges, bien lisible. Lundi, 10 heures. Amenez des témoins. 7 mots. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai pris une photo avec mon téléphone. L'image était nette, parfaitement cadrée. J'ai ouvert le groupe de messagerie de la direction de l'entreprise. Tous les membres du conseil d'administration y étaient. Marc Petit, le directeur financier, Sophie Moreau, la directrice juridique, Thomas Renard, le responsable des ressources humaines, et bien sûr, Julien Beaumont, fraîchement nommé PDG. J'ai envoyé la photo. Sans texte additionnel. Sans explication. Puis, j'ai éteint mon téléphone portable. Complètement. Le silence qui a suivi était presque palpable, apaisant, libérateur. Pour la première fois depuis des semaines, depuis que Henri avait commencé à se sentir mal, je respirais librement. Je me suis préparé un vrai thé cette fois. Du Darjeeling, mon préféré. J'ai allumé la cheminée du salon. C'était encore l'automne, mais les soirées devenaient fraîches. Les flammes dansaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs couverts de livres. Dehors, la nuit tombait sur Paris. Les lumières de la Tour Eiffel commençaient à scintiller au loin. On pouvait la voir depuis notre appartement du 7e arrondissement. 380 mètres carrés avec vue panoramique. Un appartement que j'avais acheté, avec mon argent, mon nom sur le titre de propriété. Mais Julien ne le savait pas. Et pour la première fois depuis la mort d'Henri, j'ai souri. Un sourire froid, déterminé. Le samedi matin, je me suis réveillé tôt. 6 heures. Comme toujours. L'âge change beaucoup de choses, mais pas les habitudes. J'ai préparé mon café, je me suis installé dans le bureau d'Henri avec tous les documents que Pierre et moi allions présenter lundi. Contrat social de Beaumont Industrie. Daté de mars 1996. Presque 30 ans déjà. J'avais 44 ans à l'époque. Henri en avait 48. Je venais de vendre ma propre entreprise de consulting pour 650 000 €. Une petite fortune à l'époque. Nous nous étions rencontrés dans une vente aux enchères d'art contemporain. Lui, récemment divorcé, essayant de sauver un commerce d'importation qui coulait sous les dettes. Moi, libre, indépendante, à la recherche d'un nouveau défi après avoir vendu mon affaire. J'ai besoin d'un investissement intelligent, m'avait-il dit ce soir-là, autour d'une coupe de champagne. J'ai besoin d'un partenaire qui n'a pas peur de travailler, avais-je répondu. Nous avions signé le contrat 3 mois plus tard. Société en commandite, 75% pour moi, 25% pour Henri. Mon exigence, mon argent, mon risque. Et pendant 28 ans, personne ne l'avait su. Personne, sauf Henri, Pierre et moi. Le téléphone fixe de l'appartement a sonné 14 fois samedi. Je n'ai pas répondu. Je voyais les numéros s'afficher. Julien. Encore Julien. Sophie Moreau. Marc Petit.
Julien de nouveau. Dimanche, 23 appels. Je les comptais avec une satisfaction glaciale. J'ai passé le week-end à relire chaque contrat, chaque acquisition, chaque décision stratégique qui avait construit Beaumont Industries. Le contrat avec Siemens qui nous avait mis sur la carte européenne. L'acquisition de Rousseau Technologies qui nous avait donné notre avance technologique. L'expansion en Asie que j'avais négociée personnellement, voyage après voyage, réunion après réunion. 63 voyages à Tokyo, Séoul et Shanghai. 63 fois où j'avais laissé Henri gérer le quotidien pendant que je construisais l'avenir. J'ai trouvé une enveloppe que je n'avais jamais ouverte, marquée « Pour Agnès, si quelque chose m'arrive ». L'écriture d'Henri. J'ai hésité. Mes doigts tremblaient légèrement. Puis je l'ai ouverte. Ma chère Agnès, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Pardonne-moi. Pardonne-moi de ne jamais avoir corrigé Julien. Pardonne-moi d'avoir laissé mon fils te traiter avec si peu de respect. J'ai toujours eu peur de briser l'image qu'il avait de moi. J'ai été lâche. Tu as été la force de cette entreprise, la force de ma vie. Il doit savoir. Je n'ai pas eu le courage. Toi, tu l'as. Je t'aime. H. J'ai plié la lettre soigneusement. Je l'ai glissée dans ma poche. Elle viendrait avec moi lundi. Dimanche soir, j'ai préparé mes vêtements. Tailleur bleu marine, chemisier blanc, chaussures à talons bas, confortables mais élégantes. Mes lunettes de vue, celles avec la monture discrète. Ma mallette en cuir, celle que j'utilisais quand je négociais les gros contrats. J'ai dormi 6 heures, profondément, sans cauchemar. Lundi matin, réveil à 6 heures. Petit déjeuner léger, café noir, tartine de confiture, douche chaude, maquillage discret, cheveux attachés en chignon strict. À 8h45, j'étais prête. Pierre est arrivé à 8h50 avec sa propre mallette. Grand, mince, cheveux gris parfaitement coiffés, costume 3 pièces. Il m'a regardé avec un mélange de respect et d'inquiétude. « Vous êtes sûre, Agnès ? » « Plus que jamais. Nous avons pris ma voiture, une Mercedes classe E, discrète, noire. Je conduisais calmement à travers les rues de Paris. Le trajet jusqu'au 16e arrondissement prenait 20 minutes. Le siège de Beaumont Industries se dressait devant nous. 23 étages de verre et d'acier, moderne, impressionnant. Je connaissais chaque mètre carré de ce bâtiment, chaque bureau, chaque salle de réunion. Nous nous sommes garés dans le parking souterrain. Mon espace réservé était toujours là. A. Chevalier, conseil. Personne ne l'avait supprimé. Pas encore. 9h55. Nous sommes entrés par le hall principal. Céline, la réceptionniste, a écarquillé les yeux en me voyant. Elle avait 28 ans, travaillait ici depuis 5 ans. Toujours aimable. Madame Chevalier, Nous avons tous été tellement tristes d'apprendre pour Monsieur Beaumont. Merci Céline, c'est gentil. Vous allez bien ? Très bien. Nous avons une réunion au dernier étage. J'ai vu la confusion dans ses yeux. Elle avait certainement entendu des rumeurs. Tout le monde en avait entendu. Nous avons pris l'ascenseur, monté silencieuse jusqu'au 23e étage. Les portes se sont ouvertes sur le couloir luxueux qui menait à la salle de réunion principale. 10 heures précises. J'ai poussé la porte. La salle était pleine. Julien était là, pâle, les traits tirés. 2 hommes en costume que je ne connaissais pas. Ses avocats, probablement. Sophie Moreau, la directrice juridique, l'air extrêmement mal à l'aise. Marc Petit, le directeur financier, qui évitait mon regard. Thomas Renard, des ressources humaines, qui transpirait visiblement. Et 3 membres du conseil d'administration. Tous se sont tus en me voyant entrer. « Bonjour », ai-je dit calmement. Julien s'est levé brusquement. « Marguerite, nous devons parler d'eux. »« Agnès », l'ai-je corrigé froidement. « Mon prénom est Agnès. Après 28 ans, vous pourriez au moins faire l'effort de vous en souvenir. » Le silence était pesant. « Asseyons-nous », ai-je dit en me dirigeant vers la tête de table. Le siège du président, celui où Henri s'asseyait toujours. Je me suis assise lentement, posant ma mallette devant moi. Pierre a pris place à ma droite. Julien était en face, encadré par ses 2 avocats.
Tout le monde attendait. L'atmosphère était électrique. « Agnès, écoutez !» commença Julien, mais je l'ai interrompu d'un geste de la main. « Non, c'est vous qui allez écouter. Pour une fois dans votre vie, vous allez m'écouter sans m'interrompre. » Il s'est raidi, les mâchoires serrées, mais il s'est tu. J'ai ouvert ma mallette. J'en ai sorti le premier document. Un vieux contrat, les pages légèrement jaunies par le temps, mais l'encre encore parfaitement lisible. Contrat social de Beaumont Industrie, enregistré le 15 mars 1996 au greffe du tribunal de commerce de Paris. J'ai fait glisser le document vers le centre de la table. Sophie Moreau l'a saisi immédiatement, ajustant ses lunettes pour lire. Capital social initial, 800 000 €. Répartition, 650 000 € apportés par Agnès Leclerc, future épouse Chevalier. 150 000 € sous forme de prêt bancaire, avalés par Agnès Leclerc. Le visage de Sophie est devenu livide. Marc Petit s'est penché pour regarder par-dessus son épaule. Structure actionnariale, continua Sophie d'une voix tremblante. 75% détenus par Agnès Leclerc Chevalier, 25% détenus par Henri Beaumont. Le silence qui a suivi était assourdissant. Julien a arraché le document des mains de Sophie. Ses yeux parcouraient frénétiquement les pages, encore et encore, comme s'il espérait que les mots changeraient. « C'est impossible !» Il a frappé la table du poing. « Mon père a construit cette entreprise, c'est lui qui... » Votre père a administré brillamment cette entreprise, l'ai-je coupé, ma voix restant calme, mesurée. Mais c'est moi qui l'ai construite. J'ai sorti un deuxième document, puis un troisième, puis un quatrième. Contrat avec Siemens, signé en 1997. Regardez la signature, c'est la mienne. J'ai négocié pendant 6 mois avec leurs représentants à Munich. Votre père gérait les opérations à Paris pendant ce temps. Autre document. Acquisition de Rousseau Technologies, 1999, transaction de 4 millions €. Financement structuré par moi. Négociation menée par moi. Signature, la mienne. Je continuais implacable. Expansion asiatique. 2003 à 2008. 63 voyages. Tokyo, Séoul, Shanghai, Hong Kong. Regardez les rapports de mission. Tous signés par moi. Regardez les contrats. Ma signature sur chacun d'eux. Marc Petit feuilletait les documents, stupéfait. Mais tous nos grands contrats, toutes nos acquisitions stratégiques. Oui, Marc, tous. Pendant que vous pensiez que j'étais juste la femme du patron, j'étais dans des salles de réunion à négocier les deals qui ont fait de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Cela m'encourage énormément à continuer. Julien était debout maintenant, les mains tremblantes. Pourquoi ? Pourquoi mon père ne m'a jamais rien dit ? Parce que je le lui ai demandé. J'ai sorti l'enveloppe, celle que Henri m'avait laissée. Votre père m'a écrit une lettre, avant de mourir. Il savait que son cœur était fragile. Il savait que le temps était compté. J'ai posé la lettre sur la table, mais je ne l'ai pas poussée vers Julien. Pas encore. Quand j'ai épousé votre père, vous aviez 13 ans. Vous veniez de vivre un divorce difficile. Votre mère vous montait contre lui, contre moi. Vous étiez en colère, blessé, perdu. Ma voix s'est légèrement radoucie. Henri voulait que vous l'admiriez. Il voulait être votre héros. Il m'a supplié de rester dans l'ombre, de le laisser porter le mérite public de la réussite de l'entreprise, pour que vous soyez fiers de lui. Et vous avez accepté ? La voix de Julien était cassée. J'ai accepté, par amour pour lui, parce que je comprenais son besoin d'être un père respectable à vos yeux. J'ai ouvert un autre dossier. Mais accepter d'être discrète ne signifiait pas accepter d'être méprisée. J'ai accepté d'être appelée « croqueuse de diamants » par votre mère lors des réunions de famille. J'ai accepté d'être traitée de profiteuse par vos oncles et tantes. J'ai accepté vos regards pleins de dédain pendant 28 ans. J'ai respiré profondément, mais je n'accepte pas d'être appelée parasite. Pas par vous, pas maintenant. J'ai sorti mes relevés bancaires personnels, mes investissements, mes propriétés, l'appartement où vous vivez actuellement. 380 mètres carrés, 7e arrondissement. Je l'ai acheté. Mon nom sur le titre de propriété. La maison en Provence où vous passez vos étés. Achetée et payée par moi. La voiture que vous conduisez, une BMW série 7. Mon nom sur le certificat d'immatriculation.
Marc Petit était devenu pâle. Mon Dieu! Mon patrimoine personnel hors entreprise. 31 millions d'euros. Immobilier, placement, participation minoritaire dans 12 autres entreprises. Tout construit par moi, avant et pendant mon mariage avec Henri. Julien s'est laissé tomber sur sa chaise. Ses avocats échangèrent des regards paniqués. Votre salaire de PDG, 200 000 euros par an. D'où pensez-vous qu'il vient? Des bénéfices de l'entreprise. Des bénéfices générés par les 75% d'actions que je possède. Sophie Moreau a pris la parole, sa voix professionnelle reprenant le dessus malgré le choc visible. Madame Chevalier, ces documents sont tous légaux, authentifiés. Je ne comprends pas pourquoi nous n'en avons jamais eu connaissance. Parce que Henri et moi l'avons décidé ainsi. C'était notre accord privé, parfaitement légal, toujours enregistré, simplement, discret. J'ai regardé Julien droit dans les yeux. Vous m'avez envoyé une lettre de licenciement. Vous m'avez appelé parasite. Vous pensiez avoir le pouvoir de me jeter dehors. J'ai sorti un autre document de ma mallette. Ceci est votre lettre de licenciement, Julien, signée par moi, en tant que propriétaire majoritaire de Beaumont Industries, effective immédiatement. Le choc sur son visage était total. Vous ne pouvez pas. Je peux, et je le fais. Toutes vos indemnités légales seront payées. Préavis, congé proportionnel, 13e mois. Tout ce qui est dû selon le Code du travail français. Pierre a préparé tous les calculs. Pierre a poussé une liasse de documents vers Thomas Renard. Tout est là, parfaitement légal. Vous avez jusqu'à demain soir pour vider votre bureau, ai-je continué, ma voix restant parfaitement calme. Julien me fixait, les yeux écarquillés, comme s'il voyait un fantôme. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son n'en sortait. L'un de ses avocats a finalement trouvé sa voix. Madame Chevalier, nous pouvons contester cette décision. Il y a des procédures, des délais. Contestez tout ce que vous voulez, maître. Les documents sont irréfutables. Les signatures sont authentiques. Les dates d'enregistrement prouvent l'antériorité. Vous perdrez. Pierre a hoché la tête. J'ai déjà préparé tous les contre-arguments possibles. Il n'y a aucune faille. Sophie Moreau regardait alternativement les documents, et moi, comme si elle essayait de recoller les morceaux d'un puzzle qu'elle n'avait jamais su incomplet. Madame Chevalier, si je peux me permettre. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Parce que Henri vivait, et tant qu'il vivait, je respectais notre accord. Mais Henri est mort. Et 3 jours après son enterrement, son fils m'a craché au visage. J'ai regardé Julien, qui avait maintenant les larmes aux yeux. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de la rage, de l'humiliation. Vous pensez que votre père vous a trahi? Ai-je demandé doucement. Vous avez tort. Il vous aimait plus que tout. C'est pour ça qu'il m'a demandé de rester invisible, pour protéger votre image de lui. Il m'a menti pendant 28 ans, explosa Julien. Toute ma vie, j'ai cru que... Que quoi? Que vous étiez l'héritier légitime d'un empire? Que vous méritiez tout ça sans effort? Le silence retomba, lourd, oppressant. J'ai posé un dernier document sur la table, une enveloppe scellée. Ceci est une proposition, la seule que vous recevrez de moi. Julien l'a regardé comme si c'était un serpent venimeux. Vous pouvez prendre vos indemnités et partir, chercher du travail ailleurs. Avec vos qualifications, vous trouverez certainement quelque chose. Peut-être pas au même niveau, mais vous trouverez. J'ai marqué une pause, où vous pouvez accepter ce qui est dans cette enveloppe. Mais je vous préviens, ce ne sera pas facile, ce ne sera pas agréable, et vous devrez mettre votre orgueil de côté complètement. Ses doigts se sont crispés sur la table. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez et lisez. Il a hésité, puis a saisi l'enveloppe. Ses mains tremblaient en déchirant le papier. Il a lu en silence. Ses yeux s'écarquillaient de plus en plus à chaque ligne. Vous plaisantez. Je ne plaisante jamais avec les affaires, Julien. Vous devriez le savoir. Il a lu à voix haute, sa voix montant dans les aigus. Proposition de réembauche. Poste, assistant administratif. Salaire, 1 800 € mensuels. Programme de rotation obligatoire dans tous les départements de l'entreprise. Durée minimale, 18 mois. Évaluation trimestrielle, aucun privilège. Il a levé les yeux, incrédule. Vous voulez que je recommence comme un stagiaire?
Non, les stagiaires gagnent moins, et ils sont encore à l'université. Vous avez 41 ans et un diplôme d'une grande école. Vous devriez être capable de faire mieux qu'un stagiaire. Marc Petit s'est étouffé, essayant de masquer ce qui ressemblait dangereusement à un rire nerveux. « C'est humiliant » cracha Julien. « Non, c'est éducatif. Vous allez apprendre ce que signifie vraiment travailler dans cette entreprise. Pas depuis un bureau de direction, mais depuis la base. » J'ai croisé les mains sur la table. Vous commencerez au département logistique. Vous travaillerez sous les ordres de Maurice Blanc, 61 ans, 34 ans d'ancienneté. Il vous apprendra comment fonctionnent nos chaînes d'approvisionnement. Ensuite, vous irez à l'entrepôt, puis à la maintenance, puis à la comptabilité, puis au service client, puis à la production. Vous voulez que je fasse le ménage? Que je porte des cartons? Je veux que vous compreniez que chaque personne dans cette entreprise a de la valeur, que le monsieur qui nettoie les toilettes travaille aussi dur que le directeur financier, que la dame de l'accueil qui vous sourit chaque matin mérite autant de respect que vous. Sophie Moreau hochait doucement la tête, un léger sourire au coin des lèvres. Vous allez apprendre les noms, les histoires, les familles. Vous allez comprendre que Jean, du service expédition, a 3 enfants et se lève à 5 heures du matin pour être à l'heure. Que Fatima, du service de nettoyage, envoie de l'argent à sa mère malade au Maroc. Que Antoine, de la comptabilité, étudie le soir pour obtenir son diplôme d'expert comptable. Je ne suis pas un travailleur social, marmonna Julien. Non, vous êtes quelqu'un qui doit apprendre l'humilité, et si vous refusez, vous êtes libre de partir, mais ne revenez jamais. Il m'a regardé, les yeux brillants de larmes contenues, de colère, de honte. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Parce que votre père m'a fait promettre 2 choses avant de mourir. J'ai sorti la lettre d'Henri, celle qu'il m'avait laissée. Première promesse, protéger l'entreprise. Deuxième promesse, si possible, sauver son fils. J'ai poussé la lettre vers lui. Il a écrit « Si Julien le mérite, enseigne-lui. S'il ne le mérite pas, protège ce que nous avons construit ensemble. » Julien a pris la lettre avec des mains tremblantes. Il a reconnu l'écriture de son père immédiatement. J'ai vu ses yeux parcourir les lignes, sa mâchoire se serrer, ses épaules s'affaisser. Quand il a eu fini, il a posé la lettre sur la table, les doigts restant dessus, comme s'il ne pouvait pas la lâcher. Il pensait vraiment que j'étais perdu, arrogant, gâté. Oui, ce sont ses mots, pas les miens. Le silence était pesant. Même les avocats de Julien semblaient avoir abandonné l'idée de le défendre. « Vous avez jusqu'à quand pour décider ?» demanda finalement Julien, sa voix à peine audible. « Vous n'avez pas de délai. La porte reste ouverte. Mais sachez ceci. Si vous revenez dans 1 mois, vous recommencez le programme à 0. Si vous revenez dans 6 mois, même chose. Si vous revenez dans 1 an, pareil. Je me suis levé lentement. Mais plus vous attendrez, plus il sera difficile. L'orgueil durcit avec le temps. La capacité d'apprendre diminue avec l'âge. Pierre a refermé sa mallette. Le claquement a résonné dans la salle silencieuse. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté. Il y avait encore quelque chose à dire. Julien, une dernière chose. Il a levé les yeux vers moi, le visage ravagé. Votre père était un homme bon, un homme brillant. Il a pris une entreprise mourante et l'a transformée en quelque chose de solide, de durable. Sans lui, mon argent n'aurait servi à rien. Nous étions une équipe, une vraie équipe. J'ai marqué une pause. Mais vous n'avez jamais fait équipe avec personne. Vous avez toujours été seul au sommet, pensant que c'était votre place naturelle. Ce ne l'est pas. Personne ne naît en haut. On y grimpe. Et on y grimpe en respectant ceux qui nous aident à monter. Je suis sorti. Pierre m'a suivi. Derrière nous, j'entendais des chuchotements, des froissements de papier, le bruit d'une chaise qu'on repousse brutalement. Dans l'ascenseur, Pierre m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Vous pensez qu'il va accepter ?» « Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. » « Et sinon ? Alors j'aurais au moins essayé. Pour Henri. » Nous sommes sortis dans le hall. Céline, la réceptionniste, nous a regardés passer, les yeux pleins de questions qu'elle n'osait pas poser.
« Bonne journée, Céline », ai-je dit avec un sourire. « Bonne journée, Madame Chevalier. » Dehors, le soleil de midi était éblouissant. Paris grouillait de vie. Les gens couraient vers leur déjeuner, leurs réunions, leur vie. « Café ?» proposa Pierre. « Volontiers. » Nous sommes allés dans un petit bistrot que j'aimais bien, rue de Passy. Un endroit discret, avec des nappes à carreaux rouges et blancs, où on servait une vraie cuisine française. Nous avons commandé 2 cafés et un plat du jour. « Vous avez été impressionnante », dit Pierre en remuant son café. J'ai été honnête. C'est différent. Beaucoup de gens auraient simplement viré le garçon et pris le contrôle total. J'y ai pensé, longuement. J'ai bu une gorgée de café. Il était fort, exactement comme je l'aimais. Mais Henri m'a fait cette promesse. Et malgré tout, malgré la douleur, malgré l'humiliation, je l'aimais. Je lui dois ça. Et si Julien refuse, si son orgueil est trop fort, alors j'engagerai un nouveau directeur général, quelqu'un de compétent, et je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait, construire. Nous avons déjeuné tranquillement. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, j'avais de l'appétit. Le bœuf bourguignon était excellent. Mon téléphone, que j'avais rallumé, restait silencieux. Aucun appel, aucun message. Le silence de Julien était plus éloquent que n'importe quel mot. Les jours suivants ont été étranges. Je suis retournée à l'appartement. J'ai trié les affaires d'Henri. Ses costumes, ses livres, ses pipes. Chaque objet contenait 1 million de souvenirs. J'ai gardé certaines choses. Sa montre, son stylo préféré, le livre de poésie qu'il me lisait le dimanche matin au lit. J'ai donné le reste. À des associations, à des gens qui en avaient besoin. La vie continuait, lentement, douloureusement, mais elle continuait. 1 semaine passa, puis 2, puis 3. Aucune nouvelle de Julien. J'ai pris le contrôle opérationnel de l'entreprise. J'ai convoqué le conseil d'administration. J'ai présenté ma stratégie pour les 5 prochaines années. Diversification dans les énergies renouvelables. Expansion en Amérique du Sud. Investissement massif dans la recherche et développement. Marc Petit semblait soulagé d'avoir enfin une direction claire. Sophie Moreau travaillait avec moi pour restructurer certains contrats. Thomas Renard gérait les ressources humaines avec une efficacité nouvelle. Les employés sont surpris, m'a-t-il dit lors d'une réunion, mais positivement. Vous êtes accessibles. Vous connaissez leur nom. Vous posez des questions sur leur travail. C'est normal. Ils sont l'entreprise, pas les bureaux, pas les machines, eux. 1 mois passa, puis 2. J'ai célébré mes 70 ans seul dans l'appartement. Un petit gâteau. Une bougie. Un verre de vin. Henri me manquait terriblement. Mais je survivais. Et puis, un mercredi après-midi de décembre, 3 mois après notre confrontation, ma secrétaire a appelé. « Madame Chevalier, il y a quelqu'un qui demande à vous voir, sans rendez-vous. »« Qui ?»« Monsieur Julien Beaumont. » Mon cœur s'est serré. « Faites-le entrer. » J'ai attendu, debout devant la fenêtre de mon bureau, regardant Paris s'étendre sous un ciel gris d'hiver. La porte s'est ouverte. Julien est entré. Il était différent, plus maigre, des cernes sous les yeux, les cheveux moins soignés, un jean et un pull simple. Pas de costume, pas d'assurance. Il se tenait là, dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, comme un enfant convoqué chez le principal. Agnès, c'était la première fois qu'il utilisait mon prénom correctement. Julien, assieds-toi. Il s'est assis sur le bord de la chaise, raide, mal à l'aise. J'accepte. 3 mots qui ont dû lui coûter toute sa fierté. Pourquoi ? Il a regardé ses mains. Parce que j'ai tout perdu. Ma femme m'a quitté. Elle a dit qu'elle ne me reconnaissait plus, que j'étais devenu amer, méchant, que je rendais tout le monde malheureux. Sa voix tremblait. Mes amis ont disparu, ceux que je croyais amis. Dès que l'argent a commencé à manquer, dès que je n'étais plus le PDG qui payait les restaurants et les week-ends, ils ont tous trouvé des excuses. Continue. J'ai envoyé mon CV partout. 40 entreprises, 40 refus. Certains ne m'ont même pas répondu. D'autres m'ont dit clairement que ma réputation me précédait. Il a levé les yeux vers moi. J'ai vendu ma voiture. J'ai quitté l'appartement. Je loue un studio dans le 20e.
400 € par mois, 30 mètres carrés, je prends le métro. Et je me suis regardée dans le miroir, vraiment regardée, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Le silence s'est installé entre nous. Julien regardait toujours ses mains, comme s'il y cherchait des réponses qu'il n'avait jamais trouvées. J'ai attendu. J'avais appris, avec les années, que parfois le silence est plus puissant que n'importe quel mot. Les 3 derniers mois ont été les pires de ma vie, a-t-il finalement continué. Pire que le divorce de mes parents, pire que tout. Il a relevé la tête et j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à de l'humilité. J'ai pensé à tout ce que vous aviez dit, à la lettre de mon père. J'ai relu cette lettre 100 fois, peut-être plus. Et qu'avez-vous compris? Que j'ai passé ma vie à me sentir supérieure sans jamais rien construire, que j'ai méprisé des gens qui travaillaient dur pendant que je profitais du fruit de leur travail, que j'ai été un imbécile arrogant. Ces derniers mots sont sortis avec difficulté, comme s'ils lui écorchaient la gorge. Mon père essayait de me protéger, mais en réalité, il m'a fait du tort. En ne me montrant pas la vérité sur vous, sur l'entreprise, il m'a laissé grandir dans une illusion. Votre père vous aimait, Julien. Ne l'oubliez jamais. Je sais, c'est pour ça que c'est encore plus douloureux. Il m'aimait tellement qu'il m'a laissé devenir quelqu'un de détestable. J'ai contourné mon bureau et je me suis assise sur la chaise à côté de lui. Pas en face, à côté. Vous voulez vraiment faire ça? Le programme complet? 18 mois de travail dans tous les départements, sans privilèges, sans raccourcis? Oui. Pourquoi? Il a respiré profondément. Parce que je veux comprendre ce que mon père voyait en vous. Je veux apprendre ce que vous savez. Et surtout, je veux devenir quelqu'un dont je peux être fière. J'ai regardé cet homme de 41 ans, brisé mais peut-être, enfin, prêt à se reconstruire. D'accord. Vous commencez lundi, 7 heures du matin. Service logistique. Maurice Blanc sera votre supérieur direct. Vous lui rapporterez tous les jours. Il évaluera votre travail chaque semaine. Je serai là. Maurice a 61 ans. Il a commencé comme manutentionnaire à 18 ans. Il connaît cette entreprise mieux que quiconque. Vous allez l'écouter. Vous allez apprendre. Et surtout, vous allez le respecter. Je le ferai. S'il me rapporte un seul comportement déplacé, un seul mot méprisant, une seule attitude arrogante, c'est terminé. Compris? Compris. J'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti un contrat déjà préparé. Je l'avais gardé, au cas où il y aurait encore une étincelle d'espoir. Lisez. Signez si vous êtes d'accord. Il a lu chaque page attentivement. Ses mains ne tremblaient plus. Quand il a eu fini, il a pris le stylo que je lui tendais et il a signé. Merci, Agnès. Ne me remerciez pas encore. Le plus dur commence maintenant. Il s'est levé. À la porte, il s'est retourné. Ma femme, mon ex-femme, elle m'a dit quelque chose avant de partir. Elle a dit que vous étiez la seule personne qui m'avait jamais vraiment vue telle que j'étais. Et que si quelqu'un pouvait me sauver, c'était vous. Je ne peux pas vous sauver, Julien. Seulement vous pouvez le faire. Je sais, mais merci de me donner la chance d'essayer. Le lundi suivant, à 6h55, j'étais déjà au bureau quand j'ai reçu un message de Maurice. Il est arrivé, à l'heure, prêt à travailler. Un sourire a effleuré mes lèvres. Les premières semaines ont été difficiles pour Julien, d'après ce que Maurice me rapportait lors de nos réunions hebdomadaires. Il transpire, Madame Chevalier. Il n'a pas l'habitude du travail physique. Mais il ne se plaint pas une seule fois. Comment se comporte-t-il avec l'équipe? Au début, ils étaient méfiants. Ils savaient qui il était, l'ancien PDG. Mais il fait des efforts, il pose des questions, il écoute. Hier, il a aidé Ahmed à décharger un camion alors que ce n'était pas sa tâche. Ahmed m'a dit qu'il était surpris. Bien, continuez à me tenir informé. 1 mois passa. Julien a été transféré au service maintenance, puis à la comptabilité, puis au service client. Chaque responsable de département me faisait des rapports. Les commentaires évoluaient. Il apprend vite. Il n'a plus cette arrogance. Il connaît maintenant le nom de tout le monde. Il a demandé à Martine comment allait son fils malade. Elle était émue. 3 mois après le début du programme, je l'ai croisé dans le couloir. Il portait un carton de dossier. Il a souri en me voyant.
Bonjour Agnès. Bonjour Julien, comment ça va? Fatigué, mais bien. Il avait l'air différent, plus léger. Ses yeux brillaient d'une lumière que je ne lui avais jamais vue. Le service client est intéressant. J'ai réalisé à quel point nos clients sont patients avec nous et à quel point nos équipes travaillent dur pour les satisfaire. C'est une bonne prise de conscience. Oui, il y a beaucoup de choses que je n'avais jamais vues depuis mon bureau du 23e étage. Il a continué son chemin et je suis restée là, regardant sa silhouette s'éloigner. Henri aurait été fier. 6 mois après le début du programme, Maurice m'a convoqué pour une réunion. « Madame Chevalier, je dois vous parler de Julien. » Mon cœur s'est serré. « Un problème ? » Non, le contraire. Cet homme a complètement changé. Il travaille plus dur que certains employés qui sont là depuis des années. Il est respectueux, humble. Il pose les bonnes questions. Maurice a posé un rapport sur mon bureau. Il a remarqué un problème dans notre chaîne logistique, une inefficacité que personne n'avait vue. Il a proposé une solution. J'ai vérifié avec l'équipe. Ça pourrait nous faire économiser 15% sur nos coûts de transport. J'ai lu le rapport. C'était du bon travail, du très bon travail. Il a fait ça tout seul? Il a travaillé avec toute l'équipe. Il a écouté leurs suggestions. Il a compilé. Mais l'idée initiale vient de lui. Bien, très bien. 9 mois après le début, Julien est venu me voir avec une demande. « Agnès, je voulais vous parler. Je t'écoute. Nous nous tutoyons maintenant. » Ça s'était fait naturellement. J'ai terminé la rotation dans tous les départements, j'ai 3 mois d'avance sur le programme. « Je sais », ai-je répondu. J'ai les rapports de tous tes superviseurs. Ils sont tous unanimes. Tu as fait plus que ce qui était demandé. Julien s'est assis en face de moi, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Plus d'assurance, mais pas d'arrogance, de la confiance, mais pas de prétention. Je ne veux pas de promotion. Cette réponse m'a surprise. Pardon? Je veux continuer dans l'opérationnel. Je veux rester plus longtemps à apprendre. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas encore. Comment chaque département s'interconnecte? Comment les décisions prises en haut affectent les gens en bas? Il a posé ses mains sur le bureau, des mains qui portaient maintenant des traces de travail réel. Mon père administrait, tu créais les stratégies. Je veux apprendre à faire les deux, mais correctement. Pas comme avant où je signais des papiers sans comprendre leur impact réel. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Tu es sûr? Tu pourrais avoir un poste de direction dès maintenant. Non, je ne suis pas prêt. Et surtout, je ne veux pas brûler les étapes. Plus jamais. Alors, que proposes-tu? Je voudrais passer 6 mois de plus en rotation, mais cette fois en observant les cadres intermédiaires. Comprendre comment ils prennent leurs décisions, comment ils gèrent leurs équipes, comment ils résolvent les conflits. C'était intelligent, très intelligent. D'accord. Je vais organiser ça avec les ressources humaines. Merci Agnès, pour tout. Tu ne sauras jamais à quel point. Je sais, Julien, je sais. Les mois suivants ont continué sur cette lancée. Julien travaillait avec acharnement. Il arrivait tôt. Il partait tard. Mais pas comme avant, où il restait tard par ego. Maintenant, il restait parce qu'il voulait vraiment comprendre. Un jour, Sophie Moreau est venue me voir avec un sourire mystérieux. « Tu as entendu ce qui s'est passé hier au réfectoire ? » « Non quoi ? » Julien déjeunait avec l'équipe de nettoyage. Fatima, tu sais, celle qui travaille depuis 20 ans ici, lui racontait comment son fils avait enfin eu son bac. Julien l'a félicité et lui a offert de payer une partie de l'inscription universitaire du garçon. Mon cœur s'est gonflé. Il a fait ça? Oui, de son propre salaire, sans rien demander. Fatima a pleuré. C'est bien, c'est très bien. 1 an après le début du programme, j'ai organisé une réunion avec tous les chefs de département. Julien n'était pas au courant. Je vous ai réunis pour discuter de Julien Beaumont. Vos évaluations, s'il vous plaît. Maurice a parlé en premier. Cet homme a appris en 1 an ce que certains mettent 10 ans à comprendre. Il respecte tout le monde. Il écoute. Il n'est plus le PDG arrogant d'avant. Christine, du service client. Mes équipes l'adorent. Il résout les problèmes avec elle, pas à leur place. C'est un vrai changement.
Daniel, de la production, il a les mains dans le cambouis maintenant, littéralement. La semaine dernière, il est resté après les heures pour aider à réparer une machine. Personne ne lui avait demandé. Tous les retours étaient positifs, exceptionnellement positifs. Bien, merci à tous. Vous pouvez disposer. Quand ils sont partis, j'ai appelé Sophie et Marc. Je pense qu'il est temps. Tu es sûr ? Demanda Marc. Oui, il a fait ses preuves. Plus que ça, il a changé fondamentalement. La question maintenant est de savoir quel poste lui donner. Sophie a réfléchi. Directeur des opérations ? Il connaît maintenant tous les départements de l'intérieur. C'est ce que je pensais aussi. Une semaine plus tard, j'ai convoqué Julien dans mon bureau. Il est arrivé en jean et chemise, sa tenue habituelle maintenant. « Assieds-toi. » Il s'est assis, curieux. « Tu as terminé ton programme. Avec excellence. Tous tes superviseurs te recommandent. Je suis content. Mais comme je te l'ai dit, je ne cherche pas de faveurs. Ce ne sont pas des faveurs. C'est de la méritocratie. Tu as travaillé, tu as appris, tu as changé. J'ai poussé un contrat vers lui. Directeur des opérations, salaire de 80 000 € annuels. Tu seras responsable de coordonner tous les départements opérationnels, tu rapporteras directement à moi. Il a regardé le contrat, puis moi, puis de nouveau le contrat. C'est réel ? Très réel. Tu l'as mérité. Il a pris le document, les mains tremblantes. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui ou non, c'est simple. Oui, bien sûr que oui, mais Agnès, je veux que tu saches que même si tu me disais non, je continuerai à travailler ici, même comme assistant, parce que j'ai enfin compris ce que signifie vraiment travailler. Je sais, Julien. C'est pour ça que je te fais cette offre. Il a signé. Nous avons trinqué avec du café, pas du champagne. Plus simple, plus authentique. Les mois suivants, Julien a excellé dans son nouveau rôle. Il connaissait les gens, il comprenait les processus, il prenait des décisions intelligentes, basées sur la réalité du terrain, pas sur des théories abstraites. L'entreprise fonctionnait mieux. Les employés étaient plus heureux. Les chiffres s'amélioraient. Un soir de juin, presque 15 mois après qu'il ait accepté ma proposition, Julien a frappé à la porte de mon bureau alors que je m'apprêtais à partir. « Tu as une minute ?» « Bien sûr. » Il est entré, tenant une petite boîte enveloppée. « C'est quoi ? Un cadeau pour te remercier ? » « Julien, tu n'as pas besoin ? » « Si, j'ai besoin. » J'ai ouvert la boîte. C'était un cadre photo, une vieille photo que je ne savais pas qu'il possédait. Henri, moi et Julien lors d'un Noël. Julien devait avoir 16 ans. Il boudait sur la photo. Henri souriait. Moi aussi. J'ai trouvé ça dans les affaires de papa, en triant son ancien appartement. Je la regardais et je voyais. Je voyais ce que j'étais. Un adolescent en colère. Incapable de voir l'amour qui m'entourait. Sa voix se brisa légèrement. Et maintenant, quand je la regarde, je vois ce que j'ai perdu. Toutes ces années où j'aurais pu connaître la vraie Agnès, où j'aurais pu apprendre de toi, où j'aurais pu rendre papa fier pour de vraies raisons. Julien, non, laisse-moi finir. Tu m'as sauvé. Je sais que tu vas dire que c'est moi qui ai fait le travail, et c'est vrai. Mais sans toi, sans cette proposition humiliante et géniale à la fois, je serais aujourd'hui. Je ne sais même pas où, probablement amer, seul, détesté. Il a respiré profondément. Au lieu de ça, j'ai une vie. Une vraie vie. Ma femme et moi, nous nous sommes remis ensemble. Elle dit qu'elle a retrouvé l'homme dont elle était tombée amoureuse, mais en mieux. Mes enfants me parlent, vraiment. Ils me racontent leur journée et je les écoute. Je ne regarde plus mon téléphone pendant le dîner. Il a souri, un sourire authentique, sans artifice. J'ai des amis, de vrais amis. Pas des gens qui me fréquentaient pour mon argent ou mon statut. Des collègues qui m'invitent à boire un verre après le travail. Maurice m'a invité à son anniversaire le mois dernier. Sa famille était là. Ils m'ont traité comme l'un des leurs. Je sentais mes yeux picoter. Je suis fière de toi, Julien. Et c'est la plus belle chose que quelqu'un m'ait jamais dite. Il s'est levé, a contourné le bureau et m'a serré dans ses bras. Un geste simple, spontané, rempli de gratitude sincère. Merci Agnès, pour tout.
pour avoir vu en moi ce que personne d'autre ne voyait, même pas moi. Quand il est parti, je suis restée longtemps à regarder la photo. Henri me manquait terriblement, mais pour la première fois depuis sa mort, je sentais que j'avais accompli ce qu'il m'avait demandé. J'avais sauvé son fils. Les semaines suivantes ont apporté d'autres changements. Julien a proposé plusieurs initiatives innovantes. Un programme de mentorat où les cadres dirigeants passaient du temps dans les départements opérationnels. Une politique de transparence salariale. Des formations continues pour tous les employés. C'est inspiré de mon expérience, m'a-t-il expliqué lors d'une réunion du conseil. Quand j'étais dans les départements, j'ai réalisé que beaucoup de gens brillants n'avaient pas les opportunités de progresser, parce qu'ils n'avaient pas le bon réseau ou les bons diplômes. Mais ils avaient le talent et la volonté. Le conseil a approuvé toutes ces propositions. L'entreprise se transformait. Pas seulement dans ses chiffres, qui continuaient à croître, mais dans sa culture. Les employés se sentaient valorisés, écoutés, respectés. Un matin de septembre, Sophie est entrée dans mon bureau avec un journal économique. « Tu as vu ça ?» C'était un article sur Beaumont Industries. Le titre « La renaissance discrète d'un géant français ». L'article parlait de notre croissance, de nos innovations, de notre culture d'entreprise. Il mentionnait Julien comme un dirigeant nouvelle génération qui n'a pas peur de se salir les mains. Il y avait aussi un paragraphe sur moi. Agnès Chevalier, la propriétaire majoritaire qui est restée dans l'ombre pendant des décennies, est maintenant reconnue comme la véritable architecte de l'Empire Beaumont. « Ils ont enfin compris », dit Sophie avec un sourire. « Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'entreprise prospère. Tu ne changes jamais, Agnès. Peut-être que c'est mon problème. Non, c'est ta force. » 1 an et demi après avoir licencié puis réembauché Julien, j'ai organisé une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Tous les membres étaient présents, y compris Julien. « J'ai 70 ans, ai-je commencé. Henri est parti depuis presque 2 ans. Et j'ai réfléchi à l'avenir de cette entreprise. Le silence était absolu. Je ne vais pas vendre, je ne vais pas partir. Mais je vais restructurer la direction. » J'ai regardé Julien. Julien a prouvé au cours de ces 18 mois qu'il était capable, compétent et surtout qu'il avait le bon état d'esprit. Il comprend que cette entreprise n'est pas une machine à profit, c'est une communauté de personnes qui travaillent ensemble. J'ai posé un document sur la table. Je propose que Julien devienne coprésident avec moi. Je garderai la stratégie globale et les grandes décisions. Il gérera les opérations quotidiennes. Nous travaillerons ensemble, comme Henri et moi l'avons fait. Marc Petit a hoché la tête. Je soutiens cette proposition. Sophie aussi. Moi également. Un par un, tous les membres du conseil ont donné leur accord. Julien était figé, les yeux écarquillés. Agnès, je ne sais pas si je suis prêt. Tu es prêt, plus que prêt. Tu as appris ce qu'il fallait apprendre. Tu as changé ce qu'il fallait changer. Maintenant, il faut que tu prennes tes responsabilités. Pas comme un héritier, comme quelqu'un qui les a méritées. Il a regardé autour de la table, puis de nouveau vers moi. Je vais faire de mon mieux, je te le promets. Je sais. La nouvelle a été annoncée officiellement la semaine suivante. Les réactions ont été mitigées dans la presse. Certains parlaient de népotisme, d'autres saluaient le parcours atypique de Julien. Mais à l'intérieur de l'entreprise, la réaction était unanimement positive. Les employés connaissaient Julien maintenant. Le vrai Julien. Celui qui avait travaillé à leur côté. Celui qui connaissait leurs noms, leurs histoires, leurs défis. Maurice m'a appelé le soir de l'annonce. « Madame Chevalier, je voulais vous dire. Vous avez bien fait. Julien sera un bon président. Un très bon président. » Merci Maurice. Ton opinion compte énormément pour moi. Il est passé me voir cet après-midi. Il m'a dit que sans mon encadrement au début, il n'aurait jamais tenu. Il m'a remercié. Ça m'a touché. Tu as été crucial dans sa transformation. Nous l'avons tous été, vous surtout. Vous avez cru en lui quand personne d'autre n'y croyait. Même pas lui. Le premier mois de coprésidence a été un ajustement. Julien et moi devions apprendre à travailler ensemble dans cette nouvelle dynamique. Mais nos rôles étaient de clairs. Je m'occupais de la vision à long terme,
des grandes orientations stratégiques. Il gérait l'exécution, les opérations, le quotidien. Nous nous réunissions chaque lundi matin pour synchroniser. Ces réunions sont rapidement devenues mes moments préférés de la semaine. Julien apportait des perspectives fraîches, des idées novatrices, mais toujours ancrées dans la réalité opérationnelle. « On a un problème avec les délais de livraison en Allemagne », m'a-t-il dit un lundi. « Quelle est ta proposition ?» J'ai parlé avec l'équipe logistique. Ils suggèrent d'ouvrir un hub de distribution régionale. Ça coûtera 1,5 million au départ, mais on économisera 20% sur les coûts de transport à long terme. Tu as vérifié les chiffres? Avec Marc, 3 fois, ça tient la route? Alors fais-le. C'était comme ça maintenant. Confiance, collaboration, respect mutuel. Un soir de décembre, presque 2 ans après la mort d'Henri, Julien m'a invité à dîner. Pas dans un restaurant chic du centre de Paris. Dans un petit bistrot du 20e arrondissement, près de son appartement. C'est ici que je mangeais quand j'étais au plus bas, m'a-t-il expliqué en entrant. Le patron, Michel, me faisait crédit quand je n'avais pas assez d'argent. Il ne savait pas qui j'étais. Il m'aidait simplement parce qu'il est quelqu'un de bien. Michel nous a accueillis chaleureusement. « Julien, et vous amenez de la compagnie ? Michel, je te présente Agnès, ma belle-mère et ma patronne. »« Enchantée, madame. Julien m'a beaucoup parlé de vous. »« En bien, j'espère. »« Toujours en bien. » Nous nous sommes installés à une table près de la fenêtre. Le menu était simple, authentique. J'ai commandé un bœuf bourguignon. Julien, une blanquette de veau. « Pourquoi ici ?» ai-je demandé. « Parce que c'est ici que j'ai touché le fond. Et c'est ici que j'ai commencé à remonter. Je voulais que tu vois d'où je viens, où j'étais il y a 2 ans. » Le repas est arrivé. Délicieux, réconfortant, sans prétention. « Ma femme est enceinte. » a-t-il annoncé soudainement. « Julien, c'est merveilleux. » Oui, notre 3e enfant, mais c'est différent cette fois. Je vais être présent, vraiment présent. Pas comme pour les 2 premiers, où j'étais toujours au bureau ou en voyage. Il a bu une gorgée de vin. Je veux que cet enfant grandisse en connaissant son père. Le vrai. Pas une version idéalisée ou artificielle. Je veux lui apprendre ce que tu m'as appris. Le respect, l'humilité, la valeur du travail. Tu seras un bon père. Je vais essayer. C'est tout ce que je peux promettre. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Un silence confortable, apaisant. Agnès, je voulais te demander quelque chose. Je t'écoute. Quand le bébé naîtra, accepterais-tu d'être sa marraine? Pas au sens religieux, mais au sens familial. Tu as été plus qu'une belle-mère pour moi. Tu as été une mentor, une guide, une sauveuse. J'ai senti les larmes monter. Bien sûr, ce serait un honneur. Merci, ça compte énormément pour moi. Le dîner s'est poursuivi, léger, joyeux. Nous avons parlé de projets pour l'entreprise, de nos vies personnelles, de souvenirs d'Henri. « Tu sais ce qui me manque le plus chez papa ?» a dit Julien. Sa capacité à voir le meilleur en chaque personne, même en moi, quand j'étais insupportable. Il t'aimait profondément. Je sais, et maintenant je comprends que cet amour, même s'il était mal exprimé parfois, venait d'un endroit pur. Il voulait mon bonheur. C'est tout ce qu'un parent veut. En sortant du restaurant, Michel nous a raccompagnés à la porte. « Revenez quand vous voulez, c'est toujours un plaisir. » Dans la rue, Paris brillait sous les illuminations de Noël. L'air était froid, mais vivifiant. « Je te raccompagne ?» proposa Julien. « Volontiers. » Nous avons marché lentement vers le métro. Julien m'a parlé de ses enfants, de leur école, de leurs rêves. Mon fils aîné veut être pompier, pas ingénieur, pas businessman, pompier. Et tu es d'accord? Complètement. Je lui ai dit qu'il pouvait être ce qu'il voulait, tant qu'il le faisait avec passion et intégrité. Il était surpris. Il s'attendait à ce que je le pousse vers une grande école. Tu as changé. Oui, grâce à toi. Au métro, nous nous sommes séparés. Il m'a embrassé sur les joues. Merci pour cette soirée, Agnès. Merci à toi de m'avoir invité. On se voit lundi? On se voit lundi. Je l'ai regardé descendre les escaliers, disparaître dans la foule, et j'ai souri, un vrai sourire qui venait du cœur. Les mois suivants ont continué sur cette lancée positive. L'entreprise prospérait. Julien excellait dans son rôle. L'équipe était soudée, motivée, heureuse.
En mars, la femme de Julien a accouché d'une petite fille. Ils l'ont appelée Henriette, en hommage à Henri. Julien m'a appelée depuis l'hôpital, la voix pleine d'émotion. Elle est parfaite, Agnès, absolument parfaite. Je suis si heureuse pour vous. On t'attend, viens la rencontrer. Je suis allée à la maternité l'après-midi même. La petite Henriette dormait paisiblement dans les bras de sa mère. Julien me l'a présentée avec une fierté et une tendresse que je ne lui avais jamais vue. Henriette, voici ta marraine, Agnès, la femme la plus extraordinaire que papa connaisse. J'ai pris le bébé dans mes bras. Elle était minuscule, fragile, magnifique. Bienvenue dans ce monde, petite Henriette. Tu as de la chance. Tu as un papa qui t'aimera et qui sera présent pour toi. En avril, j'ai célébré mes 71 ans. Julien a organisé une surprise. Pas une grande fête. Quelque chose de plus intime. Il a réuni tous les chefs de département, Maurice, Sophie, Marc et quelques autres employés clés dans la salle de réunion principale. Quand je suis entrée, ils ont tous applaudi. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» « Une célébration, » a dit Julien. « Pas seulement pour ton anniversaire, mais pour tout ce que tu as fait, pour cette entreprise, pour nous tous. » Maurice s'est avancé. « Madame Chevalier, au nom de tous les employés, nous voulions vous remercier. Vous nous avez toujours respectés, toujours écoutés. Vous avez construit cette entreprise non pas sur l'exploitation, mais sur le respect mutuel. » Il m'a tendu une plaque gravée. « À Agnès Chevalier, bâtisseuse, leader, inspiration. » J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas pleurer devant tout le monde. Merci, merci à vous tous. Cette entreprise, c'est vous, votre travail, votre dévouement. Je n'ai fait que créer le cadre, vous l'avez rempli. Julien a levé son verre. À Agnès, la femme qui m'a sauvé, qui nous a tous sauvés. À Agnès, ont-ils tous répété. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé longuement la photo que Julien m'avait offerte. Henri, moi et le jeune Julien Boudeur. « On a réussi, mon amour », ai-je murmuré. « On a réussi. » 2 ans et demi après la mort d'Henri, l'entreprise atteignait des sommets qu'elle n'avait jamais connus. Notre chiffre d'affaires avait augmenté de 32%. Nos employés bénéficiaient des meilleurs avantages sociaux du secteur. Notre réputation était excellente, tant auprès de nos clients que de nos partenaires. Mais ce qui me rendait le plus fier n'était pas les chiffres, c'était l'atmosphère. Quand je marchais dans les couloirs, je voyais des gens souriants, engagés, passionnés par leur travail. Un matin de juin, Julien est entré dans mon bureau avec une proposition inattendue. « Agnès, j'ai réfléchi. Je voudrais créer une fondation. » « Quel genre de fondation ? » « Une fondation pour aider les jeunes en difficulté à trouver leur voie professionnelle. Leur donner une formation, une chance. Comme tu me l'as donné. » Il a posé un dossier sur mon bureau. J'ai déjà parlé avec plusieurs partenaires potentiels. Des écoles, des associations. Nous pourrions offrir des stages rémunérés, des mentorats, des formations continues. J'ai feuilleté le dossier. C'était bien pensé, structuré, réaliste. C'est une belle idée, très belle. J'ai pensé l'appeler la Fondation Henri Beaumont, en hommage à papa, pour qu'il soit fier, même s'il n'est plus là pour le voir. Ma gorge s'est serrée. Il serait très fier, plus que tu ne l'imagines. Tu soutiens le projet ? Complètement. Utilise les ressources de l'entreprise. Prends le temps nécessaire. C'est important. La fondation a été lancée en septembre. Le jour de l'inauguration, tous les médias étaient présents. Julien a fait un discours émouvant. Mon père m'a appris beaucoup de choses, mais c'est après sa mort que j'ai appris les leçons les plus importantes. Grâce à quelqu'un qui aurait eu toutes les raisons de me rejeter, mais qui a choisi de me sauver. Il m'a regardé dans le public. Agnès Chevalier, ma belle-mère, m'a montré que la vraie force n'est pas dans la domination, mais dans l'humilité. Que la vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans les relations humaines. Que le vrai leadership n'est pas dans le titre, mais dans le service. Les applaudissements ont résonné. Cette fondation existe grâce à elle, grâce à sa vision, grâce à son courage de me confronter quand j'en avais besoin. J'espère qu'elle aidera d'autres personnes à trouver leur chemin, comme Agnès m'a aidé à trouver le mien. Après la cérémonie,
Nous avons marché ensemble dans les jardins du lieu de réception. Tu sais, a dit Julien, il y a 2 ans et demi, quand tu m'as licencié, j'ai pensé que ma vie était finie. Et maintenant? Maintenant, je réalise que c'est là qu'elle a commencé. Vraiment commencé. Tout ce qui était avant n'était qu'une illusion, une existence vide, superficielle. Il s'est arrêté, me faisant face. Tu m'as donné la chose la plus précieuse qu'on puisse donner à quelqu'un. Tu m'as donné une seconde chance, et pas n'importe comment. De la manière la plus difficile, la plus humiliante, mais aussi la plus efficace. Je n'ai fait que te montrer un chemin, c'est toi qui l'as parcouru. Non, sans toi, je n'aurais même pas vu le chemin. J'aurais continué à tourner en rond dans mon ego et mon arrogance. Il a pris mes mains dans les siennes. Papa t'aimait profondément. Je le comprends maintenant. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Pas parce que tu as construit une entreprise prospère, mais parce que tu as construit des personnes, moi y compris. Julien, laisse-moi finir. Il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Je t'aime, Agnès, comme on aime une mère. Tu n'as pas donné naissance à mon corps, mais tu as donné naissance à la personne que je suis devenue. Et pour ça, je te serai éternellement reconnaissant. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. Je t'aime aussi, Julien. Tu es le fils que je n'ai jamais eu, le fils dont je suis immensément fier. Nous sommes restés là, dans les jardins, à regarder le soleil descendre lentement sur Paris. 2 personnes qui avaient failli se détruire mutuellement, mais qui avaient finalement appris à se construire ensemble. Le soir, seul dans mon appartement, j'ai sorti la vieille photo. Henri, moi et le jeune Julien. Tu vois, mon amour, j'ai tenu ma promesse. J'ai sauvé notre fils. Il est devenu l'homme que tu espérais qu'il devienne. L'homme qu'il était destiné à être. J'ai embrassé doucement la photo. Tu me manques chaque jour, mais je sais que tu es fier. De lui, de nous, de ce que nous avons accompli ensemble, même après ta mort. 3 ans après la mort d'Henri, j'ai décidé de prendre ma retraite progressive. Pas complètement, juste. Ralentir. Julien était plus que capable de diriger seul maintenant. « Tu es sûre ?» m'a-t-il demandé quand je lui ai annoncé. « Certaine. J'ai 72 ans. J'ai construit cette entreprise. Je t'ai formée. Mon travail est fait. Tu seras toujours présidente, n'est-ce pas? Sur le papier au moins? Toujours. Mais c'est ton tour maintenant, ton moment. Je ne te décevrai pas. Tu ne m'as pas déçu depuis longtemps. Mon dernier jour en tant que coprésidente active, l'entreprise entière s'est réunie dans le hall principal. Julien avait organisé une cérémonie d'adieu. « Agnès Chevalier, a-t-il commencé, sa voix amplifiée par les haut-parleurs, a passé 28 ans dans l'ombre, construisant, créant, innovant, sans jamais chercher la reconnaissance. Aujourd'hui, nous voulons lui rendre l'hommage qu'elle mérite. Un dévoilement a eu lieu. Une plaque de bronze installée dans le hall d'entrée. Beaumont Industries, fondée en 1996 par Agnès Leclerc-Chevalier et Henri Beaumont, construite sur les valeurs de respect, d'intégrité et d'excellence. Agnès en premier, mon nom en premier. C'est pour que tout le monde sache, a dit Julien. Que tout le monde se souvienne, que chaque personne qui entre dans ce bâtiment comprenne qui a vraiment construit cet empire. Les applaudissements ont duré plusieurs minutes. Les employés se sont avancés, un par un, pour me serrer la main, me remercier, me dire au revoir. Maurice, les larmes aux yeux. Vous avez changé ma vie, Madame Chevalier, et celle de beaucoup d'autres. Sophie, vous êtes mon modèle, pour toujours. Marc, la meilleure patronne que j'ai jamais eue, et tant d'autres, tant de visages, tant d'histoires que j'avais touchées sans même le savoir. En partant ce soir-là, j'ai regardé une dernière fois le bâtiment illuminé dans la nuit parisienne. 23 étages de verre et d'acier. Des centaines de vies qui se croisaient chaque jour à l'intérieur. Mon héritage. Pas dans les pierres, dans les personnes. Aujourd'hui, à 74 ans, je regarde en arrière sans regret. J'ai vécu invisible pendant des décennies. Puis j'ai été humilié, appelé parasite par quelqu'un que j'avais aidé à élever. Mais cette humiliation m'a donné l'occasion de faire quelque chose de plus précieux que bâtir une entreprise. J'ai aidé à construire un homme, un vrai homme, quelqu'un de bien.
Julien dirige maintenant Beaumont Industries avec excellence. La Fondation Henri Beaumont a aidé plus de 200 jeunes à trouver leur voie. L'entreprise continue à prospérer, à grandir, à innover. Et moi? Je passe mes journées dans mon appartement avec vue sur Paris. Je lis. Je voyage un peu. Je vois mes amis. Et chaque dimanche, Julien vient déjeuner avec sa famille. Ses 3 enfants m'appellent Mamie Agnès. La petite Henriette, qui a maintenant 2 ans, court partout dans l'appartement, riant, pleine de vie. Elle ne saura jamais que son père était autrefois quelqu'un de détestable. Elle ne connaîtra que l'homme qu'il est devenu. Et peut-être que c'est ça, le vrai succès. Pas l'argent, pas le pouvoir, pas la reconnaissance, mais la transformation, la rédemption, l'amour. Henri, mon amour, si tu peux me voir d'où tu es, sache que j'ai tenu toutes mes promesses. J'ai protégé l'entreprise. J'ai sauvé notre fils. Et j'ai vécu une vie dont je suis fière. Une vie qui a commencé dans l'ombre, qui a traversé l'humiliation, mais qui s'est terminée dans la lumière. Pas la lumière des projecteurs, mais celle, plus douce, plus vraie, d'une famille unie, d'un héritage qui perdure, d'un amour qui transcende même la mort. Agnès Chevalier, 74 ans, invisible par choix, inoubliable par impact.